cette journée, évidemment, constitue l'aboutissement d'une année de travail et de réflexion qui a été menée d'une manière extrêmement large, extrêmement collective. Vous l'avez bien perçu à travers la présentation de l'étude telle qu'elle a été faite tout à l'heure. Mais très vite, enfin je fais partie du comité de pilotage, donc très vite il est apparu au niveau des diverses réunions du comité de pilotage et qu'une question se posait de manière insistante et apparaissait constamment en filigrane, et ce, j'allais dire, de manière répétitive et prégnante. Et cette question, c'est la question de la liberté. Donc j'ai été invité à dire quelques mots sur le point de vue du psychiatre, sur l'éthique, dans notre domaine qui nous intéresse tous. Et c'est essentiellement autour de cette question que j'ai choisi, enfin, qu'on a choisi collectivement de centrer mon exposé. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'allais dire, j'insistais sur le fait que j'étais médecin mais psychiatre aussi, et la question de la liberté, c'est un sujet de réflexion extrêmement ancien pour la psychiatrie, et même pour, avant la psychiatrie, ce qu'on appelait pour les aliénistes. La psychiatrie moderne repose, il faut bien le dire, sur un mythe fondateur, comme beaucoup d'autres disciplines. Et ce mythe fondateur, eh bien, vous le connaissez peut-être tous, ou plus ou moins, c'est celui du docteur Philippe Pinel, qui, dans les années 1790, libère, alors qu'il est nommé médecin-chef à la Salpêtrière, à Bicêtre d'abord, puis à la Salpêtrière, hôpitaux qui existent toujours, qui libère les aliénés de ces chaînes. Et dans l'iconographie, il y a un tableau connu, sinon célèbre, qui persiste, qui mémorise quelque chose, cet événement. Je vous renvoie donc au tableau d'un certain Charles-Louis Muller, qui date de 1793 pour être exact, que vous pouvez toujours admirer ou contempler dans les locaux de l'Académie de médecine nationale de médecine, ici à Paris, dans le 6e, 16 rue Bonaparte, pour être précis. Évidemment, bon, non, mais c'est un des... Vous savez, il y a des tableaux comme ça qui marquent une discipline. Il y a ce tableau de Pinel, qui est souvent reproduit dans les ouvrages de psychiatrie. Il y a le tableau de Freud, qui assiste à la consultation de Charcot sur l'hystérie. Enfin, c'est quelques images fortes qui n'ont pas beaucoup de réalité, sans doute historique, mais qui sont très fondatrices d'une discipline. Alors donc, évidemment, ce tableau de Charles-Louis Muller, c'est une représentation purement mythique. Car si Pinel a énormément œuvré et a été tout à fait novateur pour l'amélioration des conditions de vie de ce qu'on appelait alors les aliénés, jamais il n'a pu et jamais il n'a même imaginé, j'y reviendrai, penser pouvoir libérer les aliénés de leur vraie chaîne, celles qui sont liées à l'essence même de la maladie mentale. Et je dois dire qu'en 2016, il reste, malgré les progrès de la discipline, beaucoup de progrès à faire pour y arriver. Alors, si je parlais de cela, ce n'est pas dans le but de citer une anecdote, mais surtout pour insister sur un fait, sur une affirmation. La notion de liberté, contrairement à ce que l'on peut penser dans certains mass-médias, est au centre de la pratique psychiatrique, et ce, depuis le début. Mais alors, une question surgit tout de suite. De quelle liberté s'agit-il ? Comment définit-on, en psychiatrie, la notion de liberté ? La liberté, pour le psychiatre, pour les manuels de psychiatrie, renvoie ici à la possibilité d'agir et de choisir. En fait, agir librement implique pour le psychiatre, pour la psychiatrie, que le sujet soit en capacité d'effectuer ses actions avec intention et motif. C'est-à-dire qu'elles soient intentionnelles, mais en fait, cette définition ne s'arrête pas là. Il faut aussi que ces actions soient anticipées et décidées. C'est-à-dire que le sujet soit en mesure de se projeter de tout son être au-delà du présent, dans un avenir proche ou plus lointain, ce qui constitue son avenir. Et donc, dans notre domaine, le soin dans ses divers aspects, cette notion peut être entendue dans le sens de liberté à consentir à un traitement et plus généralement à une prise en charge globale. Alors il faut remarquer tout de suite que cette réflexion sur la liberté à consentir, c'est depuis quelques années
étendue de la psychiatrie à la médecine générale. On assiste actuellement à une évolution considérable dans la conception des soins. Pendant longtemps, et même encore quand je faisais mes études, soigner a été, entre guillemets, faire le bien, selon une approche paternaliste et moraliste de la relation médecin-malade. Avoir recours au médecin constituait, selon cette approche, dans ce cas de figure, un choix qui tenait lieu de consentement. Actuellement, les choses ont bien changé, je vais dire. Le malade est considéré comme le co-auteur, le partenaire de ses soins. Il est donc libre et autonome. Il est seul apte à accepter ou refuser un acte médical. Le médecin, lui, en contrepartie, a un devoir, celui d'information à l'égard du malade, dans une démarche qui se veut scientifique, mais j'allais dire qui bien souvent est seulement scientiste, la médecine fondée sur des preuves, sur des essais cliniques, des études statistiques, etc. Donc, ce devoir, c'est celui d'information, celui d'éclairer sur les risques, sur les conséquences de ces décisions, des décisions du patient. Accepter ou ne pas accepter tel traitement médical, tel traitement chirurgical, quels sont les risques encourus dans chacun de ces cas de figure, l'acceptation, le refus, etc., etc. Le consentement du sujet donc doit être libre et éclairé, ce qui implique que le sujet soit en mesure de comprendre les informations qui lui sont prodiguées. Ce qui, évidemment, vous en doutez bien, ne va pas sans poser de nombreuses questions aux psychiatres. En effet, selon un aphorisme bien connu dans notre profession, la maladie mentale est précisément, ainsi que l'a défini Henri Hay, qui est un psychiatre qui s'est rendu célèbre par la rédaction d'un traité de psychiatrie qui a longtemps servi de référence pour les psychiatres. Donc il définit, Henri Hay, la maladie mentale comme une pathologie de la liberté. La psychiatrie vise sinon à guérir le patient, du moins à améliorer sa souffrance, à lui rendre donc la liberté. Et là, immédiatement surgit un paradoxe. La psychiatrie vise à libérer le patient, mais le psychiatre bénéficie d'un pouvoir souvent dénoncé comme exorbitant, celui de passer outre le consentement du patient, celui de le contraindre ou même de l'enfermer pour mieux le libérer, l'emprisonner pour mieux le libérer. Je m'explique. Rappelons que l'objet de la psychiatrie est certes la maladie mentale dans une perspective de repérage dynamique, c'est-à-dire de diagnostic, mais surtout la souffrance psychique, souvent extrême, qui étreint l'individu, compromet son bien-être et son rapport au monde, sa perception du monde, et tout cela étant toujours susceptible de susciter nombre de désordres. Rappelons aussi les limites très vite atteintes, même si depuis les années 50, ils ont connu d'énormes progrès de nos moyens thérapeutiques. C'est la prise en compte de cette réalité qui a abouti dès 1838 à la loi dite du 30 juin 1838, présentant les modalités de ce que l'on appelle l'internement, c'est-à-dire la nécessité de séparer du milieu social, c'est la définition d'internement, de nécessité de séparer du milieu social un sujet qui ne peut s'y maintenir tant en raison de ses réactions inadaptées que des réactions inadéquates de ce milieu à son égard, nécessité d'appliquer contre son gré toutes les thérapeutiques spécialisées que son état exige. Alors certes, cette loi a été revue, et maintenant nous sommes sous le régime de la loi du 5 juillet 2011 et de ses décrets d'application qui ont réformé les modalités de prise en charge psychiatrique. Les choses ont changé, mais je dirais un petit peu seulement. La notion d'hospitalisation sans consentement a été remplacée par celle de soins psychiatriques sans consentement, définie dans le Code de santé publique. Dans ce cas, c'est plus l'absence de soins qui crée préjudice aux patients que leur mise en œuvre sans son consentement. Les droits des patients soignés sans leur consentement sont réaffirmés, mais quel que soit le dispositif, internement, soins sans consentement, une réalité demeure intangible, celle de la privation de liberté. Et cela, évidemment, explique que cette notion de liberté est au centre de la réflexion du psychiatre. Une autre remarque, la méthode. La psychiatrie étant au carrefour des sciences biologiques et des sciences humaines, emprunte une triple démarche, médicale, psychologique et sociale ou socio-anthropologique, comme on dit dans les ouvrages de référence. Le sujet malade doit non seulement être l'objet de soins, mais aussi d'assistance dans le respect de son individualité.
C'est d'ailleurs là énoncé le grand principe de base de l'organisation du service de soins public de psychiatrie, ce qu'on appelle le secteur psychiatrique. Même si cela a été quelque peu oublié, cela avait été perçu dans les années 50 comme une véritable révolution dans les pratiques. Assistance signifie ici protection et aide. Il s'agit ici principalement d'aider les patients à réaliser un projet de vie spécifique et compatible avec leurs capacités. Ce projet de vie, avec la fermeture des asiles, des services de chronique, passe par une insertion dans la communauté. Il s'agit non plus d'isoler le sujet de tout contact extérieur dans une démarche qui se veut certes protectrice. Je vous rappelle qu'asile, étymologiquement, vient du latin asilium, refuge, mais une démarche qui se révèle bien vite aliénante. Et donc, il s'agit actuellement de promouvoir leur capacité à l'autonomisation. Dans le domaine des mesures de protection, l'évolution me paraît similaire. Et là encore, la transformation est loin d'être négligeable. Avec la loi du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs qui est venue, cette loi est venue affirmer un principe déjà suggéré. Les mesures de protection sont ouvertes aux multiples réalités vécues quotidiennement par le majeur protégé. Alors, c'est avoir des relations sexuelles, changer d'habitat, suivre ou non un traitement médical, sortir ou non de chez soi, vouloir aller au cinéma, partir en vacances, fumer, faire sa toilette, avoir une cuisinière à gaz ou non, etc., etc. Cette réforme est là aussi faite autour de la notion de consentement. Il y a désormais en prendre en compte les droits et la volonté de la personne vulnérable. Il faut protéger sans jamais diminuer. Il s'agit ici aussi non plus d'assurer la protection des biens de la personne, mais aussi de promouvoir son autonomie et sa capacité à consentir. La protection reste très souvent une mesure imposée, et toute la difficulté revient à trouver le juste équilibre entre autonomie, sans protection, et protection sans consentement. L'interrogation se précise alors et rejoint, vous le voyez bien, celle du psychiatre. Comment continuer à assurer simultanément, pour une personne concrète, et sa protection et son autonomie? Là encore, la question du consentement se trouve placée au centre du débat. Mais cette similitude, je dirais, n'est guère surprenante si l'on remarque que finalement, mesures de protection et prise en charge psychiatrique s'adressent globalement à la même population. Ceci posé, il apparaît que cette question du consentement doit être replacée dans un débat plus vaste. Deux approches s'opposent ici. Il faut tenter de les concilier, mais ce n'est pas toujours facile. Et là, j'ai en mémoire les nombreuses discussions qui émaillent certaines réunions dites de synthèse, au cours duquel, bien sûr, pour des obligations professionnelles, j'ai assisté dans les services de psychiatrie, selon une approche multidisciplinaire, lorsqu'il s'agit de définir le projet de soins pour un patient donné. La première de ces approches privilégie la notion d'autonomie du sujet. Le consentement constitue ici l'expression de la volonté de la personne, de sa capacité d'autodétermination, de son pouvoir de soi sur soi. La seconde approche place au premier rang la dignité de la personne. Cette seconde approche relativise la capacité d'autodétermination. Celle-ci peut être disqualifiée même dès lors qu'elle porte atteinte à l'intégrité humaine ou à la dignité humaine. Une action n'est pas ici légitimée par l'expression du consentement, ou plutôt si, et seulement si ce consentement intègre les impératifs liés à la dignité. Un exemple tel que celui qu'on a parlé ce matin, une personne âgée vit seule à son domicile, elle refuse avec véhémence toute aide à domicile vécue comme insupportablement intrusive. Les troubles qui l'affectent sont réels mais ne justifient en aucun cas un placement en maison de retraite, ce qu'elle refuse d'ailleurs avec autant de véhémence. Son appartement où elle accumule toutes sortes d'immondices ne lui permet plus pour des raisons d'hygiène d'y vivre avec dignité. Faut-il respecter sa capacité d'autodétermination ou privilégier ce que l'on perçoit comme la nécessité d'une vie dans la dignité? Évidemment, cet exemple est extrêmement caricatural et l'on ne peut y apporter de réponse générale. Mais, évidemment, il y a là force débat parfois fortement passionné. Alors, toute la difficulté vient évidemment du fait que les politiques publiques ne tranchent pas entre ces deux conceptions et qu'aucune aide n'est à chercher de ce côté-là. Bien plutôt, elles tentent de les faire tenir ensemble, et notamment dans les domaines où le sujet ne jouit pas de toutes ses facultés. Là encore, se manifeste pour nous le souci de connaître et de recueillir le consentement de la personne, avec toutes les difficultés que cela peut faire naître, notamment quand il s'agit de décider ou non le refus du sujet. En fait,
toute la pratique psychiatrique, j'allais dire, tourne autour de cela. Dans la pathologie mentale, dans la déficience mentale congénitale ou acquise, ce qu'on appelle les syndromes démentiels, le trouble n'est jamais totalement hétéronome et dans l'immense majorité des situations persiste une part d'autonomie. Ce qui revient à dire qu'il existe toujours une part de liberté chez le sujet, aussi gravement atteint puisse-t-il paraître. Il n'y a jamais de folie intégrale, il n'y a jamais de démence intégrale. Le fou, le dément, reste toujours un sujet chez qui une partie saine du psychisme persiste. Alors, j'ai débuté cet exposé, et ce n'est pas dans ce sens-là, en évoquant Pinel. Et j'allais dire que Pinel, bien au-delà du mythe de la libération des aliénés de leur chaîne, avait parfaitement perçu cela. Et c'est pour ça, finalement, qu'il reste une référence pour les psychiatres, même en 2016. Et non seulement il avait perçu, mais il avait totalement affirmé dans son ouvrage, qui est toujours édité régulièrement, alors c'est depuis 1800, c'est un succès de librairie, dans son ouvrage qu'il a intitulé le traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale. Et c'est pour avoir exprimé cela que Pinel mérite, aux yeux des psychiatres, le titre de fondateur de la psychiatrie moderne. Alors tout ce que je viens de dire me paraît pouvoir être transposé aux mesures de protection. C'est aussi pour cela qu'il existe si souvent une incompréhension entre l'opinion publique et, j'allais dire, certains responsables politiques et la psychiatrie. L'opinion publique fait trop souvent du malade mental ou du déficient mental un sujet totalement et irrémédiablement incapable de tout discernement. Les prises en charge en psychiatrie vont donc être finalement centrées sur cela, cette recherche du consentement, c'est-à-dire sur la recherche de cette partie libre du psychisme du sujet. Je voudrais faire remarquer aussi que l'évolution de certains troubles psychiatriques, l'évolution périodique, ce qu'on appelle les troubles bipolaires, suggère la possibilité de consentir en phase de rémission, ce consentement valant, c'est discutable, mais on peut penser que cela vaut aussi consentement et acceptation en période de rechute. Alors cette journée rend compte d'un important travail de réflexion, je l'ai déjà dit, vous l'avez perçu. Il a été choisi d'analyser en profondeur, si je puis dire collectivement, des situations significatives par les difficultés qu'elles soulèvent pour le travail tutélaire, pour la protection des majeurs. Certaines illustrent aussi des problèmes liés par le déplacement de la protection des biens vers celui de la personne elle-même. Personnellement, je trouve encore un point commun. Les multiples difficultés pointées ici tournent autour de cette notion de consentement, ou plutôt une dimension particulièrement problématique de ce consentement, c'est-à-dire son caractère incertain. Ce caractère incertain est inhérent à la pathologie mentale qui vient altérer les diverses capacités nécessaires. Alors, rappelons qu'en psychiatrie, en psychologie, la capacité à consentir suppose de bonnes capacités dans 4 domaines. La capacité à comprendre les informations, la capacité à apprécier une situation et ses conséquences, la capacité à traiter des informations de manière rationnelle, c'est-à-dire la capacité à raisonner, et enfin la capacité à communiquer, à exprimer son choix. Or, dans la plupart des situations qui nous préoccupent ici, se trouvent associées à des titres divers des altérations de chacune de ces capacités. Il existe très souvent des troubles de la compréhension en raison de troubles cognitifs, parfois transitoires, parfois irréversibles. Là, je pense au syndrome démentiel. Il existe aussi très souvent des troubles de l'appréciation eux-mêmes liés soit à des troubles de la perception, et nous connaissons, enfin les psychiatres connaissent tous l'exemple de ces patients schizophrènes complètement clochardisés et qui se présentent un beau jour aux urgences pour un malaise, entre guillemets, et qui présentent une gangrène surinfectée de membres inférieurs. Troubles d'appréciation aussi liés à des troubles de l'appréciation consécutifs à une altération des capacités de symbolisation, c'est-à-dire de la capacité d'attribuer une signification abstraite à une perception. Il existe aussi souvent des troubles du raisonnement, tels ceux, par exemple, qui affectent ces patients délirants qui entendent des voix qui lui disent de se méfier, de ne pas écouter les soignants, les aidants,
Il peut aussi s'agir d'une contamination de la pensée par ce qu'on appelle un rationalisme morbide, par des propos délirants, une altération aussi de la capacité à faire des choix, soit en raison d'une altération dans cette maladie neurologique des systèmes neurologiques frontaux motivationnels, soit en raison de l'ambivalence du patient psychotique qui peut refuser souvent avec véhémence des soins psychiatriques ou une prise en charge sociale, tout en étant extrêmement rassuré par une attitude directive. Alors évidemment, face à tout cela, il n'y a guère de recettes ou de conduite à tenir, d'autant que chaque patient est enfermé dans sa propre vérité singulière qu'il essaie de nous faire partager avec des mots, avec un vocabulaire toujours inapproprié. Il faut, tant pour le psychiatre que le mandataire, pour le soignant en général, savoir faire avec, si je puis dire. Nous sommes tous aussi démunis et tout au plus peut-on émettre le vœu d'une plus grande coopération et d'une meilleure articulation entre psychiatres et mandataires. Alors je voudrais, pour terminer, insister encore sur une contradiction, celle qui existe entre la mise en place d'une mesure de protection et par la suite de la recherche du consentement. La mesure de protection est très souvent imposée par une décision de justice au vu d'un certificat médical circonstancié et parfois d'une enquête sociale à un sujet qui n'en comprend pas le bien fondé, notamment en raison de l'absence de prise de conscience des troubles qui l'affectent, ce que l'on appelle la nosognosie, ce qui constitue le caractère fondamental et de la psychose et de la démence. Contradiction donc entre cela et, par la suite, cette recherche, je dirais perdue parfois, du consentement. Cela explique peut-être en partie le sentiment de malaise que l'on éprouve parfois face à des sujets éminemment vulnérables, chez qui la mesure de protection ne saurait à nos yeux être remise en cause. Sujets éminemment vulnérables, donc, qui mettent toute leur énergie à se débattre d'une manière parfois souvent incohérente et parfois pathétique contre la, entre guillemets, tutelle, tentant ainsi à échapper à ce qu'ils vivent comme l'insupportable emprise d'un mandataire, d'un juge, de la société tout entière. Cela me conduit à une dernière réflexion. Il est impossible d'appréhender les multiples facettes du consentement, surtout lorsqu'il s'agit de matière personnelle. Même lorsque le consentement est formel, même lorsque la volonté propre est explicite, il existe toujours une part de ce consentement qui va échapper à un tiers extérieur. Cela rend bien évidemment le travail du professionnel, quel qu'il soit, particulièrement difficile. Le consentement, certaines des situations exposées ce matin le montrent bien, est toujours fragile, instable et finalement bien incertain, car toujours susceptible d'être remis en cause. Il n'est jamais pratiquement acquis de matière durable. Alors, personnellement, je vois dans cette part d'incertitude une chose essentielle qui doit, comme toutes les choses essentielles, être respectée. Il faut être particulièrement vigilant à y veiller. Alors pourquoi cette chose est-elle essentielle? Essentielle car très souvent, elle constitue la dernière marge de liberté qui s'offre au sujet. Comme telle, elle doit être préservée de tout ce qui risque de la réduire, et au premier chef, d'une intrusion trop affirmée des professionnels. Cette part intime est toujours à préserver chez ces sujets qui, il ne faut pas se leurrer, voient leur liberté entravée de toutes parts par la pression et l'ostracisme de la société, parfois par une obligation de soins, par les contraintes liées à la mesure de protection. Et très souvent, ce n'est plus que là que la liberté peut s'incarner, dans le consentement, ses fluctuations et les revirements dont il fait l'objet. Voilà, je vous remercie de votre attention.